Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo vous allez entendre une histoire incroyable de ma vie de médecin, j'ai jamais entendu ça. Je suis avec le docteur Samuel Lévy, bonjour. Bonjour Jimmy. Tu es chirurgien plasticien et s'il fallait résumer ton histoire en une phrase, tu dirais quoi? J'ai fait une césarienne au milieu de la nuit, dans une chambre, dans un service de traitement des brûlés. Bon, rien que ça, l'histoire elle est absolument incroyable. Une césarienne dans une chambre, dans un service de brûlés, donc on n'est pas au bloc opératoire et je rappelle que tu n'es pas chirurgien obstétrique. Pas du tout. Cette histoire, elle débute, voilà, raconte-nous parce que franchement, elle est juste folle. Tout commence, c'était je crois un 22 janvier, un vendredi soir. Moi j'étais d'astreinte. Donc quand on est d'astreinte, en fait on est chez nous. Simplement on doit laisser notre téléphone allumé et on peut nous appeler à tout moment pour nous demander de venir rapidement à l'hôpital. Et là donc le réanimateur du service des brûlés où je travaillais, moi j'étais dans un service de chirurgie plastique où il y avait aussi un centre de traitement des brûlés associé. Donc ça veut dire que tu reçois des malades brûlés très graves. Très grave. Et donc le réanimateur, c'est le docteur Emmanuel Dudoignon, qui était jeune chef de clinique comme moi, m'appelle à 21h et me dit bon on vient de recevoir une femme enceinte à 6 mois de grossesse, donc très tôt dans sa grossesse relativement, brûlée à 50% de la surface du corps, ce qui veut dire brûlée très sévèrement. Donc 50% c'est vraiment énorme pour qu'on se rende C'est compte. énorme. C'est énorme, pronostic vital en jeu, c'est quoi qu'il arrive des semaines voire des mois d'hospitalisation puis de rééducation derrière, quoi qu'il arrive. Sauf que là, en plus de ça, pour couronner le tout, elle est enceinte de 6 mois. Donc normalement, à ce moment-là, est-ce qu'elle doit atterrir chez toi ou... Alors justement, on s'était posé la question. Le problème, c'est que donc, dans l'hôpital où je travaillais, il n'y avait pas de service d'obstétrique. Donc personne pour prendre en charge une éventuelle naissance ou un accouchement prématuré, etc. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment d'autre endroit dans Paris où il y a de l'obstétrique et un service de traitement des brûlés qui soit adapté parce qu'il faut des chambres spéciales où on maintient la température des patients avec des infirmiers extrêmement qualifiés pour faire les pansements, c'est pas n'importe qui est capable de faire ça. Donc voilà, donc elle a atterri chez nous. Tu as cet appel du réanimateur, il te dit femme enceinte 6 mois brûlée gravissime et à ce moment-là on peut pas la transférer en obstétrique, elle doit passer par chez toi? Elle doit passer par chez nous pour en fait la réanimation initiale qui est pareil, très spécialisée et qui est difficile à faire ailleurs. Je prends mon vélo, j'arrive et donc habituellement, ce qui est attendu de moi, c'est d'abord que j'examine tout le corps pour évaluer un peu plus précisément que ce qui a été fait en urgence sur le terrain par le SAMU, ce qui est très difficile. Donc moi, j'évalue le plus précisément possible la surface corporelle brûlée, parce que ça va changer la prise en charge réanimatoire, le traitement, etc. Je dis quel pansement il faut faire. Et je prends aussi des photos pour avoir un suivi. Et puis enfin, parfois, il y a des gestes chirurgicaux à faire en urgence que je fais. Jusque-là, on va dire, prise en charge, tu as l'habitude, même si c'est grave, tu as l'habitude, tu es rompu et formé. Voilà, on est rompu, c'est un service qui est organisé pour ça, avec tout le personnel connaît ça sur le bout des doigts, on n'a rien besoin de dire, tout roule. Tout est sur des roulettes, comme dans les services très spécialisés, comme ça. Sauf qu'elle est enceinte. Et donc ça dérangeait tout le monde. Le réanimateur, Emmanuel Dudoignon, ça l'embêtait parce que physiologiquement, c'est pas la même chose. Les drogues qu'on peut donner, pas donner, qui influencent sur le bébé ou pas, c'était beaucoup plus compliqué à gérer. Et puis surtout, moi, en fait, au début de mon internat, j'avais fait 1 an de gynéco. J'avais fait mes 2 premiers semestres d'internat en obstétrique. Et donc, je me suis dit, je vais quand même l'examiner parce que 6 mois, ça vaut le coup d'avoir quand même une idée. Et là, je dis au docteur Dudoignon, écoute, il faut appeler les obstétriciens très rapidement parce qu'on sent la tête, elle risque d'accoucher à tout moment. Et à 6 mois, c'est quand même c'est un accouchement prématuré, extrêmement très prématuré. On était à la limite de la viabilité pour le bébé. Et on rappelle que la patiente que tu reçois, si elle est brûlée à plus de 50%, elle est plongée dans le coma, elle n'est pas en train de parler, elle ne peut pas te dire « je sens quelque chose, que le bébé pousse ». Non, en fait elle était initialement consciente. Quand les pompiers sont arrivés sur les lieux de l'accident, ils lui ont tout de suite mis des drogues antalgiques très fortes. Elle était encore réveillée, mais après nous très vite on les endort dès qu'ils arrivent. D'une part pour leur mettre un tuyau dans la gorge pour qu'ils respirent parce qu'il peut y avoir de l'œdème, ça peut les asphyxier et puis c'est des douleurs insupportables, il faut les endormir. Donc cette patiente, elle est donc intubée, ventilée, mise dans le coma de façon artificielle. Toi, tu as ton expérience où tu étais interne à l'époque, tu t'es dit tiens, je vais quand même vérifier parce qu'elle est enceinte, donc tu l'examines et tu vois que le bébé est en train de sortir. Enfin, il n'est pas loin. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je lui dis, écoute, va vite chercher appelle vite des obstétriciens, mais je me dis, moi, je peux rien faire pour ça, c'est pas mon travail. Et c'est pas que je m'en fiche, mais je vais pas outrepasser la responsabilité, la compétence de quelqu'un d'autre.
Donc moi je rentre chez moi. Et pendant ce temps-là, pendant que j'étais chez moi, ce qu'a fait Emmanuel Dudoignon, il a géré les choses de manière vraiment impressionnante, c'est-à-dire qu'il a fait venir d'un autre hôpital les appareils, tous ceux qui ont eu des enfants connaissent ça, les 2 petites palettes qu'on met pour entendre le bébé, le cœur du bébé. Il a obtenu de ça un enregistrement, il a envoyé la photo de l'enregistrement à plusieurs obstétriciens dans les hôpitaux à côté, et ils lui ont répondu c'est un rythme cardiaque fœtal pré-mortem, vous le sortez tout de suite ou il meurt. Donc on va réexpliquer, c'est vrai qu'on met un monitoring pour enregistrer l'activité électrique du cœur, en gros pour savoir à quelle fréquence le bébé bat, et c'est vrai qu'on entend le cœur battre, c'est les sages-femmes qui interprètent ça en général, ou les gynécologues, et là, le rythme, on dit catastrophique, pré-mortem. Ils nous ont employé le mot pré-mortem, ce qui joue c'est à quelle fréquence il bat et quelles sont les variations de rythme, et là le rythme était presque plat, ce qui est pour un adulte normal, mais pour un bébé, c'est pas du tout normal. Et donc c'est vraiment le signe d'une souffrance importante pour la physiologie du bébé. Donc ça veut dire que le bébé est sur le point de mourir, et donc là, à ce moment-là, on dit quoi? Qu'il faut le sortir? Ils nous disent qu'il faut le sortir. Alors ce que fait le réanimateur, il dit je vais essayer de demander aux hôpitaux qui sont à côté s'ils peuvent nous envoyer un obstétricien rapidement. Personne ne pouvait se détacher parce qu'ils sont eux, celui qui est de garde, il est dans sa salle de naissance et on ne peut pas quitter une salle de naissance comme ça, et il peut y avoir des urgences pareilles d'un moment à l'autre. Et donc là, il savait que moi j'avais fait de l'obstétrique, il m'appelle. Donc il était à ce moment-là 23h50. Je réponds, il me dit voilà, il me raconte cette histoire, il me dit on a enregistré le cœur du bébé, le rythme d'après les services de gynéco alentour est pré-mortem, il faut le sortir tout de suite ou il meurt. Alors moi, je viens de me réveiller, je comprends pas tout, je dis écoute, j'arrive. On va réfléchir sur le chemin. Sur le chemin, je digère un peu ce qu'il m'a raconté. Je me dis, mais alors attends, si moi je suis en train de venir, c'est peut-être parce qu'il attend de moi que je fasse la césarienne, mais est-ce que j'en suis capable? Si on le fait et que ça se passe pas bien... Ouais, donc tu es en train de comprendre que là, la situation, elle est ultra tendue, mais tu y vas parce qu'on t'appelle et puis il y a cette maman. On y va, voilà, et puis je me dis, de toute façon, on perd pas de temps, j'y vais et il sera toujours temps de réfléchir. Okay. Et déjà, on gagne ce temps de transport et je réfléchis sur le chemin. J'arrive à l'hôpital en même temps que le SAMU pédiatrique. Je me rappelle que en même temps que je m'engouffre avec mon vélo dans le garage de l'hôpital, je vois arriver à toute berzingue le SAMU pédiatrique qu'il avait intelligemment appelé, parce que si on fait sortir un bébé à, je crois que c'était 26 semaines et demie, donc 6 mois de grossesse, sans le SAMU tout de suite présent, ses chances de survie sont extrêmement maigres. Donc il fallait une réanimation spécialisée avec des pédiatres. Donc eux, ils débarquent. Toi, tu arrives en même temps. Là, je cours dans mon bureau me changer, mettre des habits d'opération. Je rentre dans la chambre, une émulation dans le service. On imagine, hein, tout le service était autour de la chambre, prêt à réagir. On avait mis de côté le matériel pour faire une césarienne. On avait tout essayé d'anticiper, sachant que c'était pas habituel dans l'hôpital, donc on n'avait pas de boîte d'instruments spéciale césarienne. Donc là, je parle avec Emmanuel Dudoignon, le réanimateur. Je lui dis mais alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on réappelle une professeure d'obstétrique qui était de garde dans un hôpital pas loin, qui nous confirme le rythme est pré-mortem. Vous pouvez le laisser comme ça, ce serait pas, on vous le reprocherait pas dans la mesure où vous n'êtes pas gynécologue, on vous le reprocherait pas, mais il va mourir rapidement. Ou vous pouvez essayer de le faire sortir, mais il faut le faire sortir tout de suite. Donc en gros, on dit, si le bébé venait à mourir, on pourrait pas vous le reprocher parce que tu es chirurgien plasticien, le rythme est catastrophique, c'est un bébé qui est très grand prématuré avec une faible probabilité de survie, et donc Absolument. Étant donné qu'elle est très gravement brûlée, c'est vrai que c'est pas forcément audible pour les autres, mais d'un point de vue purement médical, finalement, ça n'aura pas été inacceptable. Donc là, on te dit, il y a deux possibilités. Tu le fais ou tu le fais pas. Exactement. Et je me souviens qu'on lui a demandé, mais c'est quand même mieux si on le fait. Et elle a dit, oui, c'est mieux si vous le faites. On a l'opportunité de véritablement sauver une vie et de faire en sorte que, pour une fois, notre présence change quelque chose. Et cette décision, vous l'avez prise, parce que là, on raconte l'histoire, on a l'impression que c'est interminable, mais je suppose que ça va très vite au final. Très très vite, ça a duré quelques minutes. Puisque en fait, entre le moment où il m'a appelé, il m'a réveillé chez moi, et la naissance du bébé, il y a eu 25 minutes. D'accord, donc vous prenez la décision, ou tu prends la décision, comment ça se passe? Qui décide? Tous les deux. Lui, il avait envie que le bébé soit sorti de la maman parce que ça l'aidait pour la réanimation. Et puis tous les deux, on avait aussi ça en commun, de dire mais on peut pas le regarder mourir ce bébé, c'est pas possible. Et donc ensemble, mais en un regard en fait, on prend cette décision, on dit bon. On n'a pas le choix. Donc la décision est prise, on y va, et comment ça se passe? Et là, en une seconde, tout le service se retourne. C'est-à-dire qu'il y avait tous les infirmiers, tous les aides-soignants du service, il y avait même des réanimateurs qui étaient venus de l'autre réanimation de l'hôpital, qui étaient là pour aider. Et donc, en une seconde,
On nous amène de la bétadine, des casaques pour le bloc, on se lave les mains très rapidement, on met la casaque, on jette de la bétadine sur le ventre de la malade pour désinfecter un peu la peau, mais vraiment sommairement, on jette des champs stériles pour essayer d'encadrer un peu les choses. Elle est toujours dans son lit normal. On renverse la boîte d'instruments entre ses jambes, vraiment terrain de guerre, quoi. Je prends le bistouri, et là je me dis, attends, on est au milieu de la nuit, tu es en train de faire une césarienne dans une chambre, est-ce que tu serais pas un peu en train de te chauffer quand même? Donc je me dis, je vais quand même appeler mes boss pour voir. Je les appelle, j'ai un peu de mal à les avoir, je finis par les avoir. Ils me disent, écoute, j'ai rien compris, il faut faire une césarienne, il n'y a que toi pour la faire? Je dis oui. Ils me disent, bah fais-la. Ok, je raccroche, je change de gants, on incise. Et là, entre l'incision et la naissance, il y a eu 5 minutes. Ce qui est pas mal. Car je rappelle, dans une césarienne, on va découper plan à plan et on va atterrir sur l'utérus, sauf que autour, il y a, tu l'as dit, la vessie, les intestins, donc il y a un risque de blesser la maman. Absolument, et ce risque est d'autant plus important que c'est une grossesse précoce. Quand l'utérus est bien développé, eh bien la vessie est un peu refoulée vers le bas, et donc on a de la place pour ouvrir l'utérus. Là, l'utérus est beaucoup plus petit, il est très contracté, c'est encore un muscle très solide, très fort, et la vessie le recouvre quasiment entièrement. Donc il a fallu bien prendre le temps de la rabaisser. Par chance, je sais pas, on a réussi à le sortir assez rapidement. Le SAMU donc, pédiatrique était déjà prêt, hein. Il nous avait donné le go pour pouvoir inciser, il nous avait dit qu'ils étaient bien prêts. Donc on leur a tout de suite donné le bébé, ils l'ont instantanément mis dans une sorte de sac de réchauffement, intubé, parce que quand on fait naître un bébé comme ça, il faut pas s'imaginer qu'il crie ou il est complètement endormi. Et moi maintenant je me concentre sur la maman parce que ma crainte c'était qu'elle fasse une hémorragie de la délivrance et qu'elle décède de ça. Donc très vite on enlève le placenta. Et puis, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est très vite refermer l'utérus pour arrêter le saignement. On n'a pas eu de problème, l'utérus s'est fermé très facilement, il n'y a pas eu de saignement. On a vérifié, comme on a l'habitude, qu'il y a bien les ovaires, les trompes en bonne position, qu'il n'y a pas de saignement, on nettoie tout. On a refermé. Par chance, l'endroit de l'incision, c'était une des rares zones du ventre qui n'était pas brûlée. Même si ça n'aurait pas changé grand-chose, mais c'était quand même plus sympa. Et voilà, et de temps en temps, on demande quand même au SAMU comment il va. Est-ce que le bébé, là, Est-ce que ça va? En fait, pour eux, c'est très difficile de nous répondre, c'est très tôt, mais ils nous disent, bon, bah, on l'a réanimé, il est en vie. Maintenant, le trajet est encore long pour lui. D'autant que la patiente, elle est toujours dans le coma, et elle ne sait pas ce qui s'est passé. Non, elle l'a appris plus d'1 mois plus tard, quand elle s'est réveillée. Parce qu'elle est restée dans le coma aussi longtemps. Ah oui. 1 mois dans le coma, Ouais. à pas savoir qu'elle avait déjà accouché, que son bébé était peut-être mort en réalité, que vous lui avez fait une césarienne en extrême urgence. Et du coup, le bébé va comment? Le bébé va super bien. Il a survécu. Le bébé, il a survécu. Il a été donc tout de suite, lui, dans une réanimation néonatale, dans un autre hôpital, puisque nous, comme on n'a pas d'obstétrique, on n'a pas de réanimation néonatale. On lui a présenté au bout d'1 mois et demi, 2 mois, je crois. Donc elle a découvert son bébé qui avait 1 mois et demi de vie et elle sortait du coma. Ouais, en fait, c'est quand elle sortait du coma et que lui devenait assez fort pour être transporté. On l'a quand même transporté dans une couveuse avec le SAMU, etc. Et on a fait une petite cérémonie où ils me l'ont donné dans les bras. Moi, j'étais venu un peu parce que je voulais être là pour ce moment, mais j'avais pas de prétention. Et là, le SAMU, la médecin du SAMU me le met dans les bras. Il me dit, c'est à vous de lui donner. Et donc là, je prends ce bébé qui était encore tout petit, quoi. Et elle qui était avec tous ses bandages, tous ses pansements, dans sa grande chambre de réanimation. Il y avait le papa qui était là aussi. Et on lui remet le bébé dans les bras. Et c'était donc la première fois qu'elle le voyait. Et comment ça s'est passé du coup? Je sais pas, déjà toi de ton côté, t'étais peut-être archi ému, je suppose. C'était super émouvant. Ouais, vraiment de voir cette famille qui vit un tel drame. Mais finalement, eh bien, elle va. Là, on savait à ce stade-là qu'elle survivrait. Lui, ça se présentait vraiment bien. Il faisait pas trop de complications de la néonatalité. Enfin, vraiment, lui aussi, il était plutôt lisse dans son parcours, qui est quand même très long. Et en reparlant plus tard avec elle, elle m'a dit que sur le coup, elle ne comprenait pas que c'était son bébé. En fait, elle ne comprenait même plus qu'elle avait été enceinte. Elle était vraiment complètement perdue. Là, on est en quelle année quand tu nous racontes cette histoire? On est en 2021. 2021. Début 2021. Début 2021, on est en 2023. T'as des nouvelles encore? Je les ai vues la semaine dernière. Donc il a maintenant 2 ans et demi, il a l'âge de mon fils. Et il est super mignon. Il est hyper grand, hyper costaud. On a été dans un parc, il court, il saute dans tous les sens. Il a essayé de s'échapper du parc plusieurs fois. Enfin, un vrai petit garçon de son âge, quoi. Qu'est-ce que tu gardes de cette histoire avec le recul?
Aujourd'hui, tu te dis quoi à propos de ce drame, mais en même temps de ce truc incroyable que tu as fait? Moi, c'est une grande fierté. Disons que pour moi, c'est un peu l'histoire de ma vie de médecin. Puisque comme je te le disais, on fait tous plein de choses où on aide des gens, où on a le sentiment que voilà, peut-être qu'on a sauvé une vie, ou en tout cas amélioré une vie, ou diminué une souffrance, ou apaisé quelqu'un. Mais toujours, et c'était un sentiment d'ailleurs que j'avais quand j'étais interne en obstétrique, où ce genre de situation, pas à ce point-là, mais des situations d'un peu d'urgence se produisent régulièrement, on n'a jamais l'impression que c'est notre présence en tant qu'humain, en tant que personne qui est déterminante, mais plutôt en tant que le médecin de garde ce jour-là. Parce que, encore une fois, on applique des algorithmes, on applique des protocoles, et on n'est que celui qui est là au bon moment, qui a eu le bon goût d'apprendre le protocole, mais c'est tout. Là, il n'y avait pas de protocole, et il y avait une décision à la fois éthique et médicale à prendre, très vite, et qui allait être déterminante pour la vie de cette dame et de cet enfant, et du papa. Et voilà, et je suis très heureux qu'on ait pris la bonne décision, parce que peut-être que dans d'autres circonstances, un autre jour, luné différemment, on aurait pris une autre décision. On ne peut pas savoir comment on aurait réagi à un autre moment. C'est une histoire qui te marquera à jamais, je suppose. Absolument, ouais. Oui, c'est sûr. C'est vraiment, je crois que c'est l'histoire de ma carrière. Et c'est peut-être pour ce genre de moment qu'on fait médecine. Je crois vraiment. Samuel, merci beaucoup de ce témoignage, parce que cette histoire, tu l'avais racontée à personne. Non. En tout cas, ça n'avait jamais été médiatisé. Voilà, on savait. T'as continué ta vie de chirurgien telle quelle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De toujours faire du bien autour de soi, je crois que c'est ça l'objectif. Je crois que c'est une belle conclusion. Merci Samuel. Merci à toi. Merci.